compte aller l'opposition pour que ces revendications soient entendues après la marche puis le sit-in de mai dernier? Cette coalition de circonstances peut-elle amener ces leaders de l'opposition à se désigner un candidat commun pour la prochaine présidentielle? Pourquoi Martin Fayulu demande-t-il au gouvernement américain des sanctions contre certaines personnalités de la République démocratique du Congo? Édition spéciale ce jeudi 15 juin 2023 après le journal de 19h avec Devos Kitoko, le secrétaire général de l'SID. Rediffusion le vendredi 16 après minuit puis après le journal de 7h. Après la marche et le sit-in de mai dernier, jusqu'où compte aller l'opposition pour que soient entendues ces revendications? Moïse Katumbi, Martin Fayulu, Matata Ponyo, Délice Sanga, cette coalition de circonstances peut-elle amener à la désignation d'un candidat commun de l'opposition comme le souhaite une partie de l'opinion publique? Pourquoi Martin Fayulu demande-t-il au gouvernement américain des sanctions contre le président de la CENI et 4 autres personnalités congolaises? Devos Kitoko, bonjour. Bonjour Thierry Kambound. Vous êtes le secrétaire général de l'SID, parti de Martin Fayulu. Votre président revient des États-Unis d'Amérique où nous avons appris qu'il a mené quelques activités politiques, mais où il a également demander des sanctions contre des personnalités congolaises ci-après, le président de la CENI et son secrétaire exécutif, Nicolas Kazadi, ministre des Finances, Augustin Kabouya, secrétaire général de l'UDPS Tshisekedi et le commissaire provincial de la police Kinshasa, Silvano Kassongo. Pour quelle raison? Merci Thierry pour votre invitation. C'est à des occasions très rares comme celle-ci que nous avons l'opportunité de donner les orientations, les points de vue de notre combat en tant que parti, en tant que regroupement et aussi l'orientation du combat du président élu, Martin Fayulu, dont nous sommes porte-parole. Donc, je tiens d'abord à préciser qu'aux États-Unis, il y a beaucoup de groupes de la société civile qui appartiennent aussi bien à la RDC qu'à la communauté internationale qui multiplient les initiatives. Le document qui a circulé, attribué au président élu comme ayant demandé les sanctions contre les personnalités que vous venez de citer, ce document, je le précise, n'appartient pas au président élu Martin Fayulu Madidi. Quand le président Martin publie une déclaration, adresse une correspondance à une institution ou à des personnalités au niveau international, il y a son logo et il signe. Donc, si vous analysez ce document, il ne porte pas le logo du président élu Martin Fayulu et il n'est pas signé par lui. Il est de qui? Je ne sais pas. Je viens de vous le dire qu'à Washington, comme à New York, un peu partout aux États-Unis, il y a plusieurs initiatives qui sont prises par plusieurs organisations, aussi bien nationales qu'internationales. Donc, je vous l'ai dit que ce document n'appartient pas à Martin Fayulu parce qu'elle ne porte pas sa signature, ni son logo. Mais pourquoi vous êtes resté silencieux alors qu'on les lui attribue depuis quelques jours? Parce que cela vous arrange peut-être? Mais Thierry Kambundi, il y a trop de distractions et de diversions dans ces pays. Nous ne sommes pas obligés à répondre à tout. Nous répondons à ce qui est nécessaire et ce que nous trouvons utile pour répondre. Il n'a pas évoqué cela du tout lors de son séjour? Monsieur Thierry, le président élu a été reçu au département d'État. Il a animé des activités aux États-Unis, dans plusieurs États, y compris là où vous parlez en aide. Donc, vous me parlez d'un document qui circule avec des noms et des photos. Et je vous l'ai dit, je ne vais pas trop m'étendre sur ce sujet parce que ce n'est pas de lui. Il y a des défis plus importants
On va en parler. Il y a des défis. On va en parler. Nous vous avons. Il y a des défis. Aujourd'hui, le pays est au bord de l'implosion. Nous sommes d'accord. Donc, je ne veux pas me lancer dans des diversions, dans des distractions, parce que les Congolais aiment des sujets génériques. D'accord. On vous a invité pour évoquer ces défis, justement, hein, mais c'était juste l'actualité. Question de vous mettre l'eau dans la bouche. Alors, revenons sur les principaux sujets qui font l'objet de votre combat aujourd'hui. Où vous en êtes déjà avec votre coalition des circonstances? Martin Fayulu, Augustin Matata Pogno, Moïse Katumbi et Délice Sanga. Vous en êtes où? Vous avez promis à la population des sit-ins tous les jeudis devant le bureau de la CENI. Vous n'avez réussi à n'en faire qu'une fois. Pour le reste, on apprend marche, meeting, etc. Mais vous êtes silencieux ces derniers temps. Non, on n'est pas silencieux, Thierry. Les 17, dans 2 jours, après-demain, le samedi 17 au terrain Sainte-Thérèse, il est prévu un méga meeting au cours duquel les quatre candidats déclarés à l'élection présidentielle à venir vont s'adresser à la nation à travers les Quinois. Le 21 de ce même mois de juin, il y a une marche qui est prévue. Les lettres d'information ont été adressées à l'hôtel de ville. Donc, nous ne sommes pas silencieux, nous sommes en train de nous préparer à ces grandes activités. À partir du 21, nous allons annoncer les autres actions qui vont suivre. Le combat que nous menons, ce n'est pas un combat de ventre. Ce n'est pas un combat pour faire plaisir à nos personnes ou à d'autres personnes. Non, c'est un combat pour le pays. C'est un combat programmé, un combat méthodique. Donc, je sais que vous, en tant que journaliste, et aussi les Congolaises et les Congolais qui suivent notre combat, ont besoin d'un peu plus que ce que nous faisons. Mais nous sommes sur le bon chemin. À 48 heures. Les samedis, il y aura un meeting à Sainte-Thérèse. À 48 heures de votre prochaine activité, on ne vous sent pas sur le terrain. À 48 heures de votre activité, est-ce que vous avez déjà reçu la réponse de l'autorité urbaine? Qu'en est-il exactement? Il y a une mauvaise culture qui s'installe pratiquement en République démocratique du Congo, surtout avec ces régimes d'usurpateurs. Il ne faut pas lire la loi selon les désirs des personnes. La République démocratique du Congo est placée en termes de manifestations publiques sous les régimes d'information. Vous avez informé, on a vu. Nous avons informé. Vous avez informé. Est-ce que... Oui, mais je pose la question parce que on sait ce qui s'est passé la dernière fois. Est-ce que vous avez reçu un retour de l'autorité urbaine? La loi dit que 72 heures après le dépôt de la lettre d'information, s'il n'y a pas une réaction de l'autorité compétente, l'autorité concernée, il y a une prise d'acte automatique. Pour le moment, donc, nous pensons que l'hôtel de ville a compris que les erreurs qu'il a commises le 20 mai sont encore et tellement d'actualité, les conséquences sont en train sont incalculables qu'il n'est plus prêt à commettre les mêmes erreurs. Où est passée la promesse de sit-in tous les jeudis? Oui, ce n'est qu'une partie remise. Donc, nous avions d'autres activités sur les agendas des 4 candidats qui ont fait qu'à un moment donné, nous avons dû suspendre ces activités pour se consacrer à d'autres aspects de notre combat. Je crois qu'après le meeting et la marche du 21, le message sera donné sur la nouvelle orientation de notre combat politique. Est-ce que ce n'est pas suite à la faible mobilisation de la population le 25 mai dernier sur le boulevard du 30 juin que vous vous êtes finalement découragé? Non, Thierry Kamoundi, rappelez-vous, les sit-ins n'ont pas commencé aujourd'hui. Rappelez-vous du jeudi serveur, parce que les gens peut-être oublient vite ou sont en train d'interpréter l'histoire selon leurs désirs. Les sit-ins, ce n'est pas une activité de grande masse comme vous pouvez le penser. Non, les sit-ins, c'est une activité où... Qu'est-ce que vous racontez? Sit-in, marche ou meeting? À partir du moment où vous appelez vos militants, oui, à partir du moment où vous
appelez vos militants pour vous soutenir, pour venir à ce sit-in, vous attendez à ce qu'ils viennent nombreux. Le sit-in est différent d'une marche. Mais en termes de mobilisation, il n'y a pas de différence. La mobilisation était au rendez-vous. Oui, mais c'était quand même assez faible. Les images ont circulé, nos reporters étaient sur place. Vous ne comptez pas avec l'oppression dont les citoyens sont victimes. Est-ce que vous savez la répression? Ce jour-là, que je sache, il n'y a pas eu d'oppression. Mais non, Thierry, il y a une forte répression. Ça, c'est pour justifier la faible mobilisation? Je ne justifie rien. Je vous dis que la conception des sit-ins que nous, les organisateurs, nous l'avons imprimée, n'est pas la même conception que la marche ou les meetings. C'est quoi la C'est nous. Nous savons. Parce que le message était le même. Venez nombreux faire un sit-in avec nous devant le siège de la CENI. C'était le même message, professeur Devos Kitoko. C'était le même message que lors de la marche du 20. Alors comment vous justifiez la faible mobilisation par une... Il n'y a pas eu de faible mobilisation. Ce n'était en tout cas pas à la taille de ces quatre leaders de l'opposition. Vous ne pouvez pas vous substituer aux organisateurs. C'est nous les organisateurs qui définissons les messages que nous donnons, la stratégie que nous mettons en place et les conditions que nous voulons que les choses se passent. Je vous dis qu'il y a eu une mobilisation à la hauteur de nos objectifs, mais il y a eu une répression. Le 25? Le 25, il y a... Mais je vous l'ai dit, papa. Mais allez-y. Vous étiez sur le boulevard. Il y a eu une forte répression ces jours-là. De ceux qui devaient venir. Ceux qui venaient. Ils ont été empêchés d'atteindre... répression. Mais au-delà de tout ça, nous avons atteint notre objectif. L'objectif était là. Lequel? Était atteint. Mais nous étions sur les lieux. Et vous avez vécu la journée. Je ne vais pas vous décrire l'ambiance qui a régné au centre-ville ce jour-là, vous étiez témoin. Donc, pour nous, je crois que notre combat politique a des étapes et des objectifs précis. Et jusqu'à présent, nous sommes dans les bons avec notre peuple. Professeur Devos Kitoko, je rappelle que vous êtes le secrétaire général de l'ESID, parti de Martin Fayulu. Lorsque vous qualifiez ce processus électoral de chaotique, qu'est-ce que vous voulez dire exactement? Je crois que le concept chaotique est encore amical. À certains degrés, c'est un fiasco. C'est un gâchis, ce processus. C'est même un mépris et une insulte pour le peuple. À ce stade. Pourquoi? Pourquoi le dites-vous? Qu'est-ce que vous reprochez à la CENI pour utiliser des termes si forts? Je crois que la CENI n'est que le bras. Mais il y a des cerveaux concepteurs de ces fiascos et de ces mépris pour le peuple. Présentez-nous les faits, s'il vous plaît. Je vous présente les faits. Le combat du président élu, Martin Fayulu Madidi, qui est celui aussi des autres citoyens congolais qui veulent le bien pour le pays. Depuis le braquage électoral du 30 décembre 2018, le combat était basé et est encore basé essentiellement sur la recherche du consensus. Un compromis sur les réformes, sur la marche, le consensus national. Je crois que ce fait du consensus a été saboté de bout en bout jusqu'à aujourd'hui. Qu'est-ce que vous entendez? Retenez, oui. Nous avons demandé que la loi portant organisation et fonctionnement de la CENI fasse l'objet d'un consensus. La coalition Lamouka à l'époque a même fait une proposition de cette loi organique qu'on devrait analyser, confronter avec les autres initiatives qui étaient à l'époque émises. Mais qu'est-ce que nous avons constaté? C'était le forcing et le mépris. Plus tard, il y a eu la loi électorale. Nous nous sommes battus. On a organisé des marches. Nous, dans notre camp, en tant qu'ESID, nous avons perdu un camarade, David Kalal. Dans ces marches-là, il a été assassiné à la 12e rue à Limete. Et vous connaissez. Mais
aujourd'hui. Professeur Et on n'a pas obtenu ce consensus. Il y a eu le forcing. Attendez, je vais vous donner des faits, vous avez demandé justement, des faits. Après la loi électorale. Par rapport à ces premiers faits, s'il vous plaît, vous avez proposé le consensus, le chemin du consensus en dehors des institutions. Mais ce pays, au-delà de tout ce que vous pouvez lui reprocher, a des institutions. Ce débat se fait à l'Assemblée nationale. Vous avez des députés à l'Assemblée nationale. Malheureusement, vous êtes minoritaire. Or, la démocratie, c'est aussi la loi de la majorité. Si la majorité a opté pour l'actuelle loi qui a été votée après un débat public, qu'est-ce que vous allez reprocher à la CENI ? Monsieur Thierry, je sais que quand je vais vous répondre, vous allez me dire que c'est dépassé. Mais chaque fois que vous me dites que c'est dépassé, vous êtes rattrapé vous-même par les faits. Je n'ai pas dit depuis le début de l'émission que... Voilà, donc... je n'ai pas utilisé le terme dépassé, oui. Nous avons l'avantage, nous les partisans de Martin Fayulu, nous avons l'avantage d'avoir été constants depuis la proclamation des résultats fabriqués par M. Kabila. Répondez à ma question, s'il vous plaît. S'il vous plaît. Oui, mais s'il vous plaît. S'il vous plaît. Vous faites des propositions, mais ces propositions doivent être discutées. Laissez-moi construire mon argumentaire. Professeur Devos Kitoko, j'aime vous appeler professeur parce que vous êtes scientifique. Lorsque vous, en tant qu'organisation politique, faites une proposition, elle doit passer dans un État qui est régi par des lois. Elle doit passer par des institutions adaptées, indiquées. Le cas de la proposition de Martin Fayulu sur le consensus, sur la loi électorale, devait être débattu à l'Assemblée nationale. C'est ce qui a été fait. Oui, Thierry, je vous ai toujours considéré, et je n'ai pas encore changé, comme un des grands journalistes professionnels de la RDC. Merci. Quand vous avez invité quelqu'un, vous lui posez la question, il vous suit, mais quand il vous répond, veuillez aussi le suivre. Le problème, c'est que vous revenez tout le temps aux auditeurs sur la même chose. Je vous en prie. Voilà, je disais que nous, les fayoulistes, nous avons toujours été constants, heureusement, jusqu'à ce jour. Parce que nous vous avons dit, dès la proclamation des résultats fabriqués par M. Kabila, qui a conduit à la nomination des animateurs des institutions dans ces pays, de la présidence jusqu'en bas, que ces institutions sont illégitimes. Et nos députés, les 4 qui sont là-bas, nous les avons mis comme des sentinelles de la démocratie. Voilà pourquoi nous avons dit, étant donné que ce Parlement est constitué de députés nommés qui n'ont pas qualité de refléter la légitimité des institutions. Ils ne représentent pas la volonté du peuple. Nous avons souhaité qu'il y ait un cadre extra-institutionnel pour débattre. Ce n'est pas la première fois dans l'histoire de notre pays que cela va se faire. Maintenant, on ne nous a pas compris. On ne nous a pas entendus. Les gens ont pensé que, comme ils sont dans une ferme, les légués par leurs parents, et qu'ils n'ont de compte à rendre à personne, ils sont en train de foncer, et ils ne savent pas qu'ils sont en train de foncer vers un mur. Voilà pourquoi, Thierry, oui, les différentes étapes du processus électoral, de la loi organique à la loi électorale, jusqu'à la mise en place des animateurs de la CENI, ça n'a été que le forcing et le mépris pour les autres. Lorsque vous parlez de parlement illégitime, alors que vous-même, y compris le suppléant de votre propre président y siégez, ce n'est pas contradictoire? Ce n'est pas contradictoire, parce que je vous ai dit, ça c'est la 3e fois que je vous l'ai dit sur ce plateau, nos 4 députés qui sont là sont des sentinelles qui nous permettent de surveiller les frappeurs. Des sentinelles qui servent à quoi finalement? Non, parce qu'ils n'ont même pas réussi à faire passer vos propositions. Non. Ils n'ont pas réussi à arrêter la majorité qui a eu gain de cause finalement sur tous les plans. Soyons honnêtes. À quoi ils servent? Soyons honnêtes devant la nation. Nous n'avons jamais confié aux députés de l'ECD une proposition à aller présenter là-bas. Mais ils prennent part au débat. Jamais. Ils sont payés par la République. Non. Et viennent pour dénoncer lorsque les faits sont avérés. Retenez, Thierry, ce sont nos députés nationaux qui ont révélé pour la première fois la corruption de Jupp Palissade. Tout le monde a pris, sauf les députés de l'ECD.
ils prennent part au débat. Non, je vous l'ai dit, mais je vous donne un fait qui prouve que ce sont des sentinelles. On a corrompu tout le monde avec ces dupes-là. On a trompé par tous les moyens. Les députés de l'ECD, Ados Ndombasi, Bosco Mambo, Jean-Baptiste Kassekwa, Charlotte Massiala, paix à son âme. Personne n'a pris ces dupes jusqu'à aujourd'hui. Mais ils ont relevé à la population. Les dossiers de 21 000 $, vous le savez, c'est de l'ECD que cela est venu. Ça y est, des claques. Et ça a émotionné, étonné la nation et le monde. C'est de l'idée que la dénonciation est venue. Ces sentinelles de la démocratie méritent le respect et leur place. Ils nous permettent de savoir qu'est-ce qui se passe. Mais s'ils sont là, c'est pour légiférer. Non, s'ils sont là, c'est pour faire contrôler. Ce pourquoi ils ont été élus. Ce n'est pas parce que vous leur avez... S'il vous plaît. Ils ont la mission du parti. Professeur Devoskito. Ils ont la mission du parti, politiquement. Ils ont d'abord et avant tout la mission de ceux qui les ont élus. C'est ce que je vous dis. Nous sommes dans une situation conjoncturelle, une situation de crise, de circonstances, où nous avons défini les stratégies de notre combat. Si nous n'avons pas voulu nous mêler dans la gestion de l'exécutif, nous avons décidé de maintenir nos sentinelles là où les choses se débattent. Donc la mission que le parti leur a assignée est plus importante que la mission de leurs élus. Chers amis, de leurs électeurs, pardon. Si vous êtes dans une affaire où les gens ont été nommés, qu'est-ce que vous allez faire à part les contrôler, les surveiller? Ce sont des surveillants. Je vous ai donné 2 faits, Thierry. On a corrompu les gens avec des jupes de 52 000 $. On a donné de l'argent qu'on ne sait pas justifier aux députés. C'est de l'idée que la dénonciation a été faite. Et la nation nous doit du respect pour ça. Revenons au débat sur la Commission électorale nationale indépendante. Nous avons eu il y a quelques jours à Bruxelles le président de la CENI qui a dit que sa porte était ouverte à l'opposition qui visiblement a beaucoup de choses à reprocher à la CENI, mais qui n'approche pas de la CENI. Il a dit qu'ils viennent, qu'on se mette autour d'une table, qu'ils me disent ce qu'ils reprochent à mon équipe et, élément à l'appui, nous allons leur démontrer le contraire. Je ne sais pas si M. Kadima comprend la revendication principale de ceux qui ne sont pas avec lui. C'est le mode de désignation des animateurs actuels. Mais d'abord, l'institution qu'il dirige dans sa composition, dans sa configuration, n'est pas acceptée par nous. Voilà pourquoi quand il organise des défilés de mode pour aller visiter les chiffres qui sont balancés sur les écrans, nous disons que c'est un théâtre. Donc, nous remettons d'abord en cause la composition de cette institution-là. Oui, les organes de la CENI, aussi bien au niveau de la plénière qu'au niveau du bureau, sont animés par les personnes qui n'ont pas eu mandat de leurs composantes. Ne généralisez pas. Est-ce que vous savez que dans cette institution, il y a un député de l'ECD qui a été nommé là-bas sans nous consulter? On en a parlé ici sur Top Congo. Mais alors, comment vous voulez sur le plan moral, sur le plan éthique? Donc, pour couper court, avant que l'opposition que vous représentez ici sur ce plateau n'échange avec la CENI, il faut revoir la configuration de l'actuel bureau. Dans la déclaration de Lubumbashi, qui a été conjointement signée par les 4 candidats déclarés à l'élection présidentielle prochaine, il est clairement établi que nous devons revoir la composition des animateurs de la CENI. C'est une exigence. D'accord. Est-ce que vous tenez compte aujourd'hui du contrainte temps et du délai constitutionnel que vous rappelez régulièrement? Vous avez, vous dit, et tous les leaders de l'opposition avec vous, qu'il n'y aura pas une seule seconde de glissement. Les élections doivent se tenir dans le délai. Nous sommes au mois de juin aujourd'hui. Est-ce que si vous demandez que l'on revienne jusqu'à la recomposition de l'équipe de la CENI, vous êtes prêt à assumer les conséquences sur le calendrier électoral? Vous voyez, cet argument-là, vous tombez dans les pièges de... Je pose juste une question. Je pose juste une question, monsieur. Ouais. Vous tombez dans les pièges de Chilombo,
on vous met devant un fait accompli et vous voulez justifier l'injustifiable. Moi, je vous dis ceci. Le 23 janvier 2024, à minuit, pile, le mandat de M. Tshilombo prend fin. Et le 24 janvier, date du 5e anniversaire de sa prestation chaotique du serment, ce jour-là de 24, Tshilombo n'est plus considéré comme président usurpateur tel qu'on le considère, nous, de la résistance aujourd'hui. Donc, s'il n'y a pas élection... À moins qu'il ne soit pas réélu. S'il n'y a pas élection, oui. Il le sait. S'il n'y a pas élection à la date prévue, l'élection transparente, impartiale, apaisée et inclusive, s'il n'y a pas cette élection-là, oui. Tshilombo doit partir. Mais maintenant, la Constitution laisse une fenêtre qu'en cas de non-tenue des élections dans les délais constitutionnels, la Constitution prévoit une période de 90 à 120 jours pour organiser les élections. C'est quel article de la Constitution? Je vais vous les donner. Parce que l'article 70 dit que le président en fonction reste en fonction jusqu'à la remise des reprise avec le président élu. Non, ce débat a déjà eu lieu lors de la précédente législature. Alors, je ne sais pas à quel article vous faites allusion lorsque vous évoquez les 120 jours. Je vais vous donner l'article. J'aimerais bien. S'il n'y a pas élection, il y a une période transitoire de 90. Je vais vous donner l'article. De 90 à 120 jours, donc de 3 à 4 mois pour organiser les élections. Mais la Constitution n'a pas prévu la prolongation des mandats d'un président en fonction qu'il peut rester éternellement jusqu'à ce que les élections soient... tant que les élections ne seront pas organisées, il peut rester éternellement en fonction. Non. Monsieur Devos Kitoko, ce débat a eu lieu en 2016, 17 ou 18, en tout cas avant les élections de 2018, la Cour constitutionnelle a tranché. Elle a dit que le président en fonction devait rester en place jusqu'à sa remise et reprise avec le prochain président élu. Alors, je ne sais pas, j'aimerais bien que vous m'évoquiez cet article. Thierry, je vais vous donner l'article avant la fin de l'émission. Thierry, voici le problème. Voilà pourquoi parmi les revendications de nous, de la résistance et des amis de l'opposition, nous tenons coûte que coûte qu'on respecte la loi sur la mise en place de la Cour constitutionnelle, la désignation des juges de la Cour constitutionnelle. Lorsque vous avez une Cour constitutionnelle personnifiée, où les gens se réclament des individus qui sont changés au gré des vagues ou au gré de la volonté des individus, ce n'est pas une Cour constitutionnelle. Mais si vous voulez contredire cette Cour, dites-nous ce qu'elle a dit qui est en désaccord avec l'actuelle Constitution. Il est d'abord dit dans la Constitution que l'élection du président de la République est convoquée 3 mois avant la fin de son mandat. C'est ce qui sera fait bientôt. Voilà. La CENI l'a annoncé. S'il y a un nouveau président qui est élu, l'ancien reste en fonction en attendant que le nouveau élu prête serment. Mais s'il n'y a pas élection et qu'il n'y a pas un nouveau qu'on attend pour prêter serment, ce n'est pas ce que dit la Constitution, le président en fonction va rester éternellement. Non, bon. Ça c'est une mauvaise lecture. D'accord, on ne va pas revenir sur ce débat. J'attends que vous m'évoquiez l'article qui soutient ce que vous dites. Okay. Mais entre-temps, moi je vous dis que la dernière décision de la Cour constitutionnelle au sujet du mandat du président de la République, parce qu'en tant que journaliste, je ne peux que m'y fier. Oui, et je vous évoque un article clair, l'article 70. Retenez ce que je vous dis. On a compris. Retenez ce que je vous dis. Oui. Encore faudrait-il qu'on parle des mandats, parce que celui qui est là n'en a pas un. Mais ça, c'est un autre débat, professeur. On ne peut pas admettre qu'un usurpateur fraudeur demeure éternellement au pouvoir parce qu'on n'a pas organisé les élections. Est-ce qu'il a même besoin d'organiser ces élections? Professeur Devos Kitoko, nous sommes dans une situation que vous connaissez. Au-delà de toutes les plaintes de l'ESID et de l'AMOCA, il y a des institutions en place, il y a un président de la République qui arrive fin mandat. Et il y a une CENI qui organise des élections. Vous êtes allé vous enrôler, même si vous avez contesté la composition de cette équipe. Vous venez de me dire que
au cas où le président Tshisekedi, les élections n'étaient pas organisées dans les délais, le président Tshisekedi doit partir parce que c'est ce que prévoit la Constitution. Elle est là, la Constitution. Moi, je vous évoque l'article 70 qui dit qu'il reste en fonction. Si vous avez le contraire, parce que vous parlez de soit entre 90 et 120 jours, évoquez-moi un article et on va le découvrir ensemble. Mais Thierry, je vous confirme que la Constitution de la République n'a pas prévu que le président en exercice peut bloquer l'organisation des élections et rester éternellement en fonction selon sa volonté jusqu'à ce qu'il décidera d'organiser les élections. Et en plus, ce n'est pas ce qui se fait. Ce n'est pas constitutionnel, ça, Thierry. Ce n'est pas ce qui se fait non plus. Il ne faut pas induire les gens en erreur. Ce n'est pas ce que j'ai dit. Ce n'est pas prévu, ça. Ce n'est pas ce que j'ai dit. Il est prévu d'organiser les élections présidentielles 3 mois avant le mandat. Et le président en fonction reste en fonction s'il y a un nouveau président qui est élu jusqu'à ce que le nouveau président élu va prêter serment et entrer en fonction. C'est cela l'esprit de la loi. Mais si vous pensez que un président peut refuser d'organiser les élections et rester éternellement en fonction parce que la loi est muette, mais finalement, donc, nous sommes dans une jungle. Je vais juste lire l'article 70. Le président de la République est élu au suffrage universel direct pour un mandat de 5 ans, renouvelable une seule fois. À la fin de son mandat, le président de la République reste en fonction jusqu'à l'installation effective du nouveau président élu. Mais c'est clair, ce n'est pas moi, c'est la Constitution de la République. Maintenant, attendons-nous. Et s'il est en fonction en attendant quoi? Le président à la fin de son mandat. Je dis qu'à la fin de son mandat, il reste en fonction en attendant quoi, Thierry? Parce que je veux qu'on s'arrête d'abord là. Je ne veux pas. Mais en attendant l'entrée en fonction du nouveau président élu. D'accord. Dans tous les cas. Mais s'il n'y a pas un nouveau président élu, il va rester en train d'attendre quoi? Dans tous les cas, M. Devos Kitoko, premièrement, j'attends l'article qui prévoit entre 90 et 120 jours, au cas où l'actuel président n'organisait pas les élections, mais aussi. Et ce qui est plus important, c'est que tout ce que vous dites aujourd'hui semble ne pas être d'actualité parce qu'on tend vers les élections. La CENI a communiqué la semaine dernière pour dire que bientôt, elle va convoquer l'électorat. Alors, ma question est de savoir, ne craignez-vous pas qu'avec toutes les actions que vous menez contre la CENI et contre le processus électoral actuel, de démobiliser vos propres militants et au final, que cela vous desserve? Rappelez-vous de 2018, jusqu'à la dernière minute, le langage de Lamuka, c'était pas de machine à voter. C'est à la veille des élections que vous avez finalement demandé à vos électeurs d'aller voter avec la machine à voter, mais de veiller à ce que les bulletins manuels soient pris en compte. Alors, vous ne craignez pas qu'avec tout ce que vous faites contre le processus électoral, que vous puissiez démobiliser vos propres électeurs? Thierry, nous avons été du 11 au 14 juillet 2022 à Kisangani. Nous avons organisé notre congrès de congrès ordinaire. Oui. Et lors de ce congrès, nous avons adopté 30 résolutions. Et parmi ces 30 résolutions, la 24e résolution nous impose d'aller aux élections. Et ces élections-là doivent être des élections libres, les élections impartiales, les élections apaisées et les élections transparentes. Donc, suivez-moi. Nous nous battons. Le combat que vous nous voyez en train de mener, c'est pour obtenir les meilleures élections. Ces élections qui sont libres, impartiales, ces élections qui seront apaisées. Si d'ici là, vous n'obtenez rien, vous y allez ou pas? Suivez, je vous réponds. Martin Fayoulou n'a pas reçu mandat du peuple de légitimer un usurpateur par un second mandat issu de la seconde fraude électorale. C'est-à-dire? Ce n'est pas son mandat. C'est-à-dire? Si vous n'obtenez pas ce que vous revendiquez. Je vous répète, Martin Fayoulou n'a pas reçu mandat du peuple pour légitimer un usurpateur à travers la deuxième fraude électorale. Cela veut dire que si vous n'obtenez rien, vous n'allez pas aux élections. Non, nous allons nous battre pour que nous ayons de bonnes élections. Oui, mais si vous n'obtenez rien, on
va mettre... Comment on ne peut pas obtenir? Mais professeur, la population congolaise, suivez bien, je sais que M. Tshisekedi porte le fardeau du caractère illégitime du pouvoir qu'il exerce. Et il est en train de chercher comment se décharger de ce fardeau. Et ce n'est pas sur le dos de Martin Fayulu et de l'ICD qu'il viendra poser le fardeau de son illégitimité. Professeur et nous n'allons pas l'aider à laver l'illégitimité par un second mandat issu de la deuxième fraude électorale. Professeur Devos Kitoko, je voudrais que vous puissiez parler clairement aux Congolais, à vos militants, aux sympathisants, à tous ceux qui vous soutiennent et aux Congolais qui vous écoutent. En ce moment, nous avons en face deux hypothèses. Vous dites que vous allez continuer à vous battre pour obtenir ce que vous n'avez pas encore obtenu jusqu'à présent. Nous vous le concédons, c'est votre droit. Ouais. Mais au cas où, parce que je dois poser la question sur au cas où ça ne marchait pas. Non. Vous êtes scientifique, vous savez que ça peut ou ne pas marcher. Au cas où vous n'obtenez pas, vous, opposition, vous, SID, ce que vous avez toujours revendiqué, vous irez ou pas aux élections? Je tiens à préciser d'abord que les SID, la coalition Lamouka, en tant que parti regroupement de la résistance, nous allons mener ce combat aux côtés de notre peuple jusqu'à ce que nous obtiendrons les élections libres, transparentes, impartiales et apaisées. Donc la deuxième option n'est pas à l'ordre du jour chez vous. Personne ne peut défier ce peuple. Et nous ne permettrons jamais l'organisation de mauvaises élections. Donc il n'y a pas la deuxième option. Nous irons aux élections, quoi qu'il en soit. Et les bonnes élections. Mais si quelqu'un est en train de penser qu'il va récidiver le braquage électoral de 2018 et que d'ici décembre, comme les gens s'imaginent, ils sont en train de planifier une seconde fraude électorale pour légitimer l'usurpation de 2018, il se trompe parce que le peuple congolais ne le permettra pas. Thierry, je vous l'ai dit, nous avons très bien dit à la résolution 24 de notre congrès que le boycott ne fait pas partie de notre vocabulaire politique. Et on nous a confié la mission de conduire la résistance pour obtenir les élections libres, les élections transparentes, il y a de la contradiction, et apaisées. Il y a de la contradiction. Il n'y a pas de contradiction, Thierry. Quand vous parlez de légitimation, vous me présentez des hypothèses. Si ça marche, notre combat marche, tant mieux, on y va. Vous voulez dire que si ça ne marche pas, on n'y va pas? Non, je veux savoir, c'est quoi? Si ça ne marche pas, nous allons faire de sorte que ça marche. D'accord, on a compris. Merci beaucoup. Passons maintenant, si vous le voulez bien, à la coalition de circonstances. Martin Fayulu, Moïse Katumbi, Augustin Matata Ponyo, Délice Sanga. C'est pour quelle finalité? Voilà, la déclaration conjointe qui a été signée à Lubumbashi par les 4 candidats déclarés à l'élection présidentielle prochaine est claire. Nous avons décidé d'unir nos idées, unir nos forces pour mener les actions communes en vue d'obtenir les élections libres, transparentes, impartiales, apaisées et inclusives. C'est ça notre mission. Et ce sont ces actions-là que vous voyez, nous sommes en train de mener. Vous avez parlé de la marche qui s'est soldée dans les bains de sang à Moamba, à Tchangou, à Moamba, à Kianza plutôt. Vous avez parlé du sit-in et je vous parle après-demain du meeting, de la marche du 21 et d'autres actions entrent dans ces cadres-là que nous avons définis. Donc, au-delà de nous sommes mis ensemble. D'accord. Nous nous sommes mis ensemble. Moïse Katumbi, Martin Fayulu, Délice Sanga, Matata Ponyo, pour unir nos énergies, nos idées, nos moyens, de façon à mener les actions communes. Et ces actions communes visent une seule chose. D'accord. Obtenir ces élections que nous voulons libres, transparentes, impartiales, apaisées et inclusives. Au cas où vous obtenez ce que vous revendiquez jusque-là, ce pourquoi vous vous battez, des élections libres, transparentes, démocratiques, etc., pour vous donner un maximum de chances, étant donné que la présidentielle n'est qu'à un seul tour, est-ce qu'on peut envisager ce qui s'est passé à Genève concernant ces 4 leaders politiques? C'est-à-dire, est-ce qu'on peut envisager que ces leaders puissent se désigner un seul candidat pour donner plus de chances à l'opposition? Oui, Thierry, vous savez, chaque débat a son temps.
est ce moment opportun. Aujourd'hui, nous sommes devant la reproduction du mécanisme qui a conduit à l'installation des institutions illégitimes et d'un pouvoir d'usurpateur. On est à 6 mois des élections, vous n'y pensez pas encore? Vous n'y pensez pas encore? Ils sont en train de consolider et de renforcer les mécanismes de reproduction de l'usurpation de la volonté du peuple. Et nous sommes en train de nous battre pour contrer cette volonté de vouloir récidiver la négation de la volonté du peuple. Vous n'avez pas encore évoqué cette autre question. On a compris, professeur. Attendons-moi. Tel que c'est défini, le président Martin Fayulu a animé plusieurs conférences. L'opérationnalisation de la fraude électorale. Il a démontré à partir des statistiques claires ce qui est en train de se faire. Si vous désignez aujourd'hui un candidat commun parmi nous 4, à quelle élection? Donc vous désignez quelqu'un à l'abattoir électoral. Est-ce que vous y avez déjà réfléchi? Est-ce que ça fait partie de vos options? J'ai dit ceci. Aujourd'hui, nous ne voulons même pas y penser parce que ça va être une distraction de plus. Nous voulons concentrer nos intelligences, nos idées, nos moyens pour mener les actions qui vont faire réfléchir le royaume d'usurpateurs et de fraudeurs qui croient avoir conquis un territoire. Professeur Devos Kitoko. C'est là notre objectif. On a compris. Professeur Devos Kitoko, depuis 2019, Martin Fayulu, résistant ou opposant, c'est selon, c'était pratiquement affirmé comme le premier opposant ou le premier résistant face au régime Tshisekedi. Et il l'est jusqu'aujourd'hui. Est-ce qu'il avait besoin de s'associer à Moïse Katumbi qui vient de gérer avec Tshisekedi, à Matata Ponyo qui a géré avec Kabila que Martin Fayulu a combattu et à Délice Sanga pour mener ces combats? Bon, je pense que ce débat-là se mène dans toutes les officines, dans tous les milieux. Et je le prends pour une diversion ou même une distraction. Lorsque Martin Fayulu nous dit qu'il y va seul, on dit que Martin Fayulu ne sait pas fédérer. Lorsque Martin Fayulu se retrouve dans une fédération d'énergie avec d'autres Congolais, on trouve les diables qu'il faut ou qu'il ne faut pas, avec lesquels il ne faut pas ou il ne faut pas s'associer. Je crois que c'est un débat de diversion, un débat de distraction. Je crois que la question principale ou la question importante serait de savoir, est-ce que la cause pour laquelle Martin Fayulu, Moïse Katumbi, Matata Ponyo et Délice Sanga se battent, est-ce que cette cause pour laquelle ils se battent est-elle noble et justifiée? Si oui, donc ils ont les raisons d'être ensemble. Mais on dit aussi en français que mieux vaut être seul que mal accompagné. Non, il n'y a pas de mal accompagné. S'il vous plaît. Vous avez dit que s'il y va seul, on le critique. Aujourd'hui, qu'il choisit d'aller avec les autres, on le critique également. C'est pour ça que je dis, on dit mieux vaut être seul que mal accompagné. Est-ce qu'aujourd'hui, avec à ses côtés Katumbi, Matata et Sesanga, Martin Fayulu est bien accompagné dans son combat? C'est pourquoi j'appelle ces débats des débats de diversion et de distraction. Et des débats de démobilisation. Oui, mais dites-moi juste, est-ce qu'il est bien accompagné? Est-ce qu'il il a confiance en ceux-là qu'il a critiqués hier, Katumbi, Matata? Est-ce qu'il a confiance en eux? Est-ce qu'il est bien accompagné aujourd'hui avec eux à ses côtés? Martin Fayulu n'est pas allé à la commune pour signer une attestation de mariage, de vie ou de mort avec qui que ce soit. La politique, c'est la confiance. C'est ce que je dis. Oui, est-ce qu'il est bien accompagné avec Katumbi, Matata et Sesanga à ses côtés? C'est une question courte qui appelle à une réponse courte. Parce que vous avez déjà eu à vous étendre là-dessus. Je ne sais pas si vous comprenez. Les gens qui sont engagés avec Martin Fayulu dans le combat ne sont pas venus l'accompagner. Ils se battent tous pour la nation. C'est pourquoi je parle de la cause. Est-ce que la cause pour laquelle ils se battent ensemble, c'est une cause juste, noble et justifiée? Est-ce que nous avons raison de laisser un groupe de gens saper l'avenir de toute une nation parce que je reproche à Thierry Kambundi telle ou telle autre chose, à tel. Est-ce
que lorsque la case brûle et que les gens amènent de l'eau pour éteindre les feux, c'est le moment où vous posez un juge pour dire que toi, avec ta vase d'eau, n'amène pas, toi, tu es ceci ou tu es cela. D'accord. Je crois vous savez, Thierry, ces pays aiment des distractions et oublient l'essentiel. Nous sommes là, les pays en train de partir. On a commencé la guerre à Bunagana et les gens ont dit ici à Kinshasa, c'est à 2000 km. On a parlé de Beni à 2000 km. On a parlé de Ituri à 2000 km. Après, l'insécurité est en train de contaminer d'autres provinces et aujourd'hui, nous sommes à Bankana. Nous sommes ici à Maluku, à Kinshasa. Et les gens sont en train de voir. Aujourd'hui, Thierry, tu ne peux plus aller calmement, prendre un verre et rentrer calmement à 21h, 22h, 23h à la maison. Les policiers et les services de sécurité fouillent les Koulouna dans la ville ici. Donc, il y a la déliquescence totale de l'État et l'autorité de l'État s'est effondrée à la suite du caractère illégitime des institutions. On a compris que, voilà les débats qui nous intéressent. On a compris que face à la situation qui était chaotique, dramatique, Martin Fayulu a choisi de se lier avec ceux qui mènent le même combat que lui. Mais juste une question simple. Aujourd'hui, la confiance est revenue avec Moïse Katumbi après l'épisode de la Mouka, après que ce dernier ait rejoint Tshisekedi. Aujourd'hui, ça va? Je pensais peut-être que vous allez louer la grandeur d'âme du commandant du peuple. Ce n'est pas à moi de le faire. Je vous pose la question pour que vous puissiez... Je vous dis, mais parce que la question que vous me posez de confiance, nous n'avons pas un problème... de confiance comme un mariage d'un homme et une femme, tout ça. Non, il est question de savoir, est-ce que la cause pour laquelle, j'insiste, Martin Fayulu et Moïse Katumbi ont décidé de se mettre ensemble, est-ce que cette cause est juste? Mais nous sommes en politique. Aujourd'hui, nous avons compris que nous tous, nous avons un monstre commun qui est en train de détruire le pays. Et nous ne pouvons pas laisser ce régime d'usurpateurs détruire l'avenir de notre nation. Donc, solder à vil prix l'avenir de notre peuple. Il n'est pas impossible de vous imaginer en coalition, puisque si je dois tenir compte de ce que vous dites, il n'est pas impossible de vous imaginer en coalition avec Joseph Kabila. Parce qu'aujourd'hui, il se retrouve aussi du côté de ceux qui sont opposés à Tshisekedi. Toutes ces questions, nous les avons déjà abordées avec vous sur ce plateau. J'aimerais que vous puissiez me dire, est-ce que le combat pour la transparence, l'impartialité, l'inclusivité et le caractère apaisé du processus électoral ne mérite pas que les Congolaises et les Congolais qui voient les choses de la même manière se mettent ensemble? Je vais vous faciliter la tâche. Tout Congolais qui se bat pour des élections libres, transparentes et démocratiques, on doit l'applaudir parce que c'est le vœu de tous les Congolais. Maintenant, on va se battre, on va mener ces combats avec qui? C'est aussi important comme question, M. Devos Kitoko. S'il vous plaît, j'ai demandé si ça va avec Katumbi, vous parlez de grandeur de cœur, on a compris. Est-ce que dans cette même logique que vous développez ici, Martin Fayulu peut demain se lier pour mener le même combat avec Joseph Kabila, qui aujourd'hui se retrouve comme lui à l'opposition? Mais je dis ceci, je ne sais pas encore si tout le monde est dans l'opposition, mais nous sommes dans la résistance. Le FCC est dans l'opposition. Nous sommes de la résistance. Est-ce qu'il peut? Est-ce qu'il peut? Juste ça. Thierry, parce qu'on a d'autres sujets à évoquer. Est-ce qu'il peut? Écoutez d'abord. Oui. Vous savez, il y a certaines choses, quand on en parle avec le temps, on commence à les considérer comme normales. Mais l'histoire de ces 5 dernières années, c'est une histoire douloureuse pour le commandant du peuple et pour le peuple congolais. Ce qui s'est passé dans ce pays, c'est un crime politique, un crime électoral. Un peuple s'est mobilisé, désigné son président à plus de 60% et s'est réveillé un matin à la tête des institutions avec un usurpateur. Et vous voyez ces choses-là, nous sommes en train de mobiliser le peuple pour que cette fois-ci sa volonté soit respectée. Bon, maintenant, pas avec Kabila, parce que vous lui en voulez toujours. C'est cela. J'ai dit, c'est le débat de Kabila ou de non-Kabila. Kabila, je le considère comme un Congolais qui a fait son temps et c'est tout. Il a fait son temps. Et aujourd'hui, comme Tshisekedi, dans l'usurpation, est en train de faire son temps. Demain, il va passer.
On va évoluer. Parlons de Matata Ponyo. Juste une question de précision ou un point de vue. Martin Fayulu disait un jour que Bukanga Lonzo est la plus grosse arnaque de l'histoire, ou du siècle d'ailleurs, pour être plus précis. Aujourd'hui, on a vu Martin Fayulu, d'abord aux côtés de Denis Mukwege et de Matata Ponyo, ensuite avec Sesanga Matata et Katumbi, signer un communiqué qui reprend comme l'un des points qu'il ne faut pas s'acharner contre des candidats présidents de la République. C'est le même Martin Fayulu qui a voulu que justice soit faite par rapport à ce projet qu'il a qualifié d'arnaque du siècle, qui aujourd'hui plaide la cause de celui que la justice veut juger pour voir clair sur le même dossier? Non, je crois que c'est une vision parcellaire, simpliste et limitée du combat de Martin Fayulu. Dans une de ses adresses à la nation, Martin Fayulu a demandé que la justice rende la lumière sur toutes les affaires ténébreuses qui ont émaillé l'histoire financière de notre pays. Y compris Bukanga Lonzo. Y compris. Il dit toutes les affaires ténébreuses. Mais aujourd'hui, il combat aux côtés de celui qui était Premier ministre à l'époque. Mais laissez-moi. Oui, je vous en prie. Nous avons les cours et tribunaux qui ont des compétences constitutionnelles de s'occuper de ces cas. De tous les cas. Les cas de Bukanga Lonzo, les cas de 100 jours, les cas de maisons préfabriquées, les cas de si c'est les gelous, les cas de RAM, les cas de l'argent de Covid-19 détourné, toutes les affaires ténébreuses. Martin Fayulu ne demande pas autre chose qu'une justice juste au service de la nation. N'empêche qu'il a signé un communiqué. N'empêche qu'il a signé un problème, c'est lequel, Thierry? C'est que quand on dit toutes les affaires, dans toutes ces affaires-là, vous prenez un dossier, mais vous laissez d'autres. Mais parce qu'aujourd'hui, il serait, s'il vous plaît, non, Martin Fayulu, s'il vous plaît, une précision, professeur DeVos. Martin Fayulu n'a jamais dit que dans telle affaire, telle, voilà, il a mené des investigations, il a trouvé que le coupable c'est tel. Non, on parle de responsabilité institutionnelle de tous ceux qui ont en charge la gestion des dossiers. Je suis d'accord avec vous. Est-ce que Martin Fayulu a la gestion aujourd'hui des cours et tribunaux? Non, justement. Est-ce que Martin Fayulu a empêché aux juges de toutes les juridictions de mener des enquêtes et de nous prouver qui a volé l'argent? Professeur. Est-ce que Martin Fayulu... Non, la réponse est non. Seulement, si Martin Fayulu aujourd'hui, parce que vous dites que nous sommes en politique, on ne pouvait pas l'imaginer hier avec Katumbi après ce qui s'est passé. Martin Fayulu, c'est un homme d'État. Oui, c'est pas contre des individus. Justement, c'est parce qu'aujourd'hui, il a comme allié politique Matata Ponyo que nous lui posons la question. Demain, ça sera Tshisekedi. Nous lui reposerons la question par rapport à ce qu'il reprochait à Tshisekedi. Après, demain, ça sera Kabila. Nous ferons pareil. Aujourd'hui, c'est Matata Ponyo, raison pour laquelle nous lui posons la question. Mais on a bien compris votre point de vue. Avant de terminer l'émission, parlons un peu de Lamuka. Comment se porte la plateforme politique Lamuka? Ouais, Lamuka se porte très bien. Nous sommes dans un état d'esprit. Je vous avais dit, Thierry, que Lamuka n'est pas un grade académique. Ce n'est pas un diplôme sorti d'une université que quelqu'un porte avec lui et peut se prévaloir partout où il passe que j'ai mon diplôme. Non, Lamuka, c'est un combat. Lamuka, c'est un état d'esprit de résistance. Et aujourd'hui, nous continuons à résister contre le conglomérat de frappeurs en train de saigner les finances de la République et justifier notre peuple. Et c'est cet état d'esprit qui est Lamuka qui continue jusqu'aujourd'hui. Vous combattez seul, aux côtés de Fayulu, il y avait Adolphe Mozito hier, qui conteste le fait que vous l'ayez exclu de Lamuka ou que vous ayez dit qu'il s'est auto-exclu, qui vous en demande les preuves que vous n'avez jamais ramenées. Qu'est-ce qui s'est passé depuis entre ces deux leaders politiques? Au regard des défis, Thierry, au regard des défis, je vous ai amené ce document pour vous. C'est le programme du gouvernement
de l'idées portées par le commandant du peuple Martin Fayoulou. Ce programme du gouvernement se nomme le manifeste de Kisangani. Ça c'est pour vous que je vous ai amené en tant que grand journaliste. Merci beaucoup. Je pense que le moment venu, à l'heure de la campagne électorale, on aura le temps de le déchiffrer. Si les gens sont venus en politique sans savoir ce qu'ils veulent, le commandant du peuple et les idées ont identifié les grands défis qui minent l'avenir de notre Vous parlez de Mouzito? Je ne parle pas de Mouzito. Je suis en train de mais qu'est-ce qui s'est passé? La question, ce n'est pas lié à son programme. Oui, la question, c'est qu'est-ce qui s'est passé entre les deux? Parce que chacun revendique la Mouka aujourd'hui. Qu'est-ce qui s'est passé? Thierry, les défis que nous avons identifiés, qui sont au nombre de 18, et regroupés en 4 blocs, pour relever la situation de notre pays. Ces défis-là sont plus importants que la diversion et la distraction des hommes politiques. Ah, dans le conflit Fayoulou-Mouzito, je dis que je ne vais pas revenir sur ce qui est sur mon dos. Je suis là devant, j'ai devant moi, j'ai devant moi les défis du Grand Congo. 18 défis, Thierry. Je fais un débat avec vous sur le programme du gouvernement de Martin Fayoulou. Qu'est-ce que Fayoulou, demain, président de la République, va faire de ce Congo? Martin Fayoulou ne sera pas à l'Odja demain pour dire non, Martin Fayoulou, quand il sera dans toutes les provinces, il sait déjà qu'est-ce qu'il doit faire. Monsieur Devoski Toko, je voudrais vous dire solennellement, au nom de la rédaction de Top Congo, devant tous ceux qui nous suivent, que le moment venu, nous débattrons du programme de la Mouka. Parce que c'est prévu, parce que nous allons ouvrir notre antenne. Voilà. Comme nous l'avons toujours fait, à Martin Fayoulou ainsi qu'à d'autres candidats. Voilà. Donc le moment venu, nous en parlerons. Mais l'actualité, c'est aussi la Mouka. Aujourd'hui, il y a 2 la Mouka. Adolphe Mouzito se dit la Mouka. Vous dites qu'il s'est auto-exclu. Parce qu'il vous a saisi pour dire qu'il se retirait de la Mouka. Il vous a toujours demandé le document qui annonçait qu'il s'était retiré. Vous ne l'avez jamais présenté. On est en droit de vous poser cette question-là. Vous posez la question, moi je vous réponds. J'attends tous les acteurs politiques, y compris Adolphe Mouzito, sur votre plateau, que chacun amène son programme du gouvernement pour expliquer à la population qu'est-ce que nous allons relever comme défi pour développer le pays. Entre-temps, la Mouka, on n'en parle pas. Parce que ça vous met mal à l'aise. D'esprit. La Mouka, c'est le combat. La fois passée, nous étions ici avec mon frère Francis Kalombo. C'était vous qui animez le débat sur la Mouka. Je lui avais promis que dans 3 mois, le nom de la Mouka va disparaître de votre bouche. C'est à vous d'évaluer. Donc, moi, Thierry... Il vous avait aussi dit lors de ces débats, conformément, s'il vous plaît, il vous avait aussi dit lors de ces débats, conformément à la charte de la Mouka, que Martin Fayoulou et Adolphe Mouzito, à l'époque, n'avaient pas le droit d'exclure Moïse Katumbi et Jean-Pierre Bemba. C'est un état et c'est ce que Adolphe Mouzito dit aujourd'hui. Vous n'avez pas le droit. Aujourd'hui, on ne parle plus qui est avec la Mouka, qui n'est pas avec la Mouka. Aujourd'hui, nous disons, nous sommes de la résistance, que chacun présente un programme du gouvernement pour dire aux Congolais, si demain, vous avez le pouvoir, qu'est-ce que vous allez faire? Et Martin Fayoulou est en avance de plusieurs années parce qu'aujourd'hui, il a un programme qui identifie 18 défis, qu'il a regroupé en 4 catégories et aujourd'hui, une fois à la tête du pays, il va résoudre les problèmes de ces pays qui sont déjà identifiés.